Bonjour et bonne année. Nous nous trouvons au Musée des Beaux-Arts de Brest où se tient actuellement une exposition des dessins de François Guilasserre. Cette exposition se déroulera jusqu'au 9 avril prochain et est également disponible dans un précieux catalogue. Au cours de cette émission, nous retrouverons Alain Ray, à qui j'ai eu la chance de poser quelques questions. Et puis nous retrouverons Yvette Rodalec au micro de Laurane. Enfin, Julien vous parlera de quelques livres d'art qu'il a appréciés. Amoureux des mots depuis l'enfance, Alain Ray consacre sa vie à nous les faire aimer autant que lui. Rencontre avec un fabuleux linguiste, auteur notamment du dictionnaire historique de la langue française. Alain Ray, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être venu jusqu'à Brest nous rencontrer. C'est un plaisir partagé parce que j'adore Brest et la Bretagne en général. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur évidemment d'un nombre considérable et éminent d'ouvrages. Vous venez en particulier nous présenter aujourd'hui, en votre qualité de conseiller éditorial du Robert, le dictionnaire historique de la langue française qui est nouvellement édité pour la seconde fois. La première nouvelle édition avait eu lieu il y a de cela quelques années, en 2010 je crois. Oui, c'est ça, 6 ans. Ouais. C'est un dictionnaire, mais c'est bien plus que cela. Vous allez nous dire en quoi consiste ce fabuleux ouvrage de 60 000 définitions. Alors c'est un peu autre chose qu'un dictionnaire classique, d'abord parce qu'il raconte une histoire à propos de chaque mot, au lieu de l'analyser comme un chirurgien qui découpe un peu les parties du corps. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire vivre chaque mot et de montrer qu'il avait une vie qui révélait énormément de choses sur l'histoire des idées exprimées en français, que ce soit en France, que ce soit hors de France aussi. Parce que la première remarque qu'il faut faire, c'est que le français fait partie des quelques langues du monde qui ont vocation à exprimer de nombreuses cultures différentes. À l'intérieur déjà de l'Hexagone, parce que la culture bretonne n'est pas la culture occitane, ni la culture alsacienne, et ensuite hors de l'Hexagone, puisque bien sûr on parle français en Wallonie, et les Wallons défendent leur langue avec énergie, et que d'autre part, si vous voulez, en dehors de ce français d'Europe, avec la Suisse que je n'oublie pas bien sûr, il y a le français d'Amérique du Nord, au Canada et en Louisiane, il y a le français des Antilles, des Caraïbes, il y a le français du Maghreb, et là, dans ce dictionnaire, il y a énormément de mots, naturellement, de mots qu'on emploie à l'intérieur de la France, mais des mots régionaux qui ne sont pas connus dans l'Île-de-France et à Paris, et qui étaient négligés autrefois par tous les dictionnaires jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, où ça commençait à se desserrer. Et vous me donnez l'occasion, en parlant de régionalisme, d'évoquer les bretonismes. Parmi les 10 000 nouvelles entrées qui émaillent ce nouveau dictionnaire, il y en a, je crois. Il y avait un mot breton, bien sûr, qui était... Parce qu'au début, il y a une grosse ambiguïté. Les Bretons, c'est la Grande-Bretagne au Moyen-Âge. Et après, ce sont les Armoricains qui deviennent bretons par la celtisation de leur langue, suivant la frontière bien connue, n'est-ce pas, qui fait deux Bretagnes, une Bretagne qui parle un dialecte gallo-roman, c'est le gallo, et une Bretagne qui parle une langue celtique pure et dure, et qui est le breton. Donc, si vous voulez, nous sommes tributaires en français quand nous parlons, sans le savoir ou en le sachant, de langues très nombreuses, qui sont des langues qui nous entourent, et qui nous ont influencés. Est-ce qu'il y a, pour conclure, un mot nouveau dont vous voudriez nous parler plus précisément ? Quand je pense aux mots nouveaux, j'ai un petit peu une rétention parce que c'est à 80% dans notre conscience, en tous les cas, des anglicismes. Mais il y a une belle exception qui est le hashtag, je crois. Alors le hashtag, ce n'est pas une exception parce qu'on aurait pu continuer à dire mot clé, par exemple, qui est le sens du mot, ou mot dièse, qui est la ressemblance de ce signe avec le dièse de la musique. Ce n'est pas tout à fait le même, mais presque le même. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que le mot lui-même, hashtag, transmet à la fois un anglicisme pur, qui est tag, qu'on connaît par ailleurs, les taggers, hein, etc. Et d'autre part, ce H en question, il est anglais depuis très longtemps, mais il est pris au français. C'est le verbe hacher. Parce que c'est un tag haché, le hashtag. Alors si on avait voulu le franciser, on aurait pu dire, c'est pas le hachis parmentier, mais c'est le hachitag, vous voyez. Yvette Rodalec a confié aux éditions Dialogue un imprécis de la pluie qui fait la part belle à notre climat préféré, où nous apprenons par exemple
que nous ne sommes pas si éloignés des escargots. Bonjour Yvette Redalec. Bonjour. Votre Imprécis de la pluie paraît aux éditions Dialogue, un beau livre au format vertical qui suggère la pluie qui tombe et qui mêle aux extraits des plus grands écrivains les œuvres des plus grands maîtres évoquant la pluie. Je dis sciemment votre Imprécis de la pluie car cet ouvrage n'est pas une anthologie exhaustive sur ce sujet. Il dit quelque chose de la pluie bien sûr, mais aussi de vous. Comment définiriez-vous ce livre ? Parlant d'un sujet comme la pluie, il était évident que j'allais forcément parler de moi, puisqu'on convoquait des écrivains, des peintres, des dessinateurs, des chorégraphes aussi, des cinéastes. Il était évident que j'allais proposer des visions personnelles. Donc il est précisément imprécis. Il dit l'essentiel et les métamorphoses que provoque la pluie, mais en même temps, il est ouvert à tout. Ce n'est pas un livre sur Brest, et pourtant on ne peut nier que la pluie nous est précieuse parce qu'elle peut être multiple. Pensez-vous que le fait que vous habitiez Brest, que vous viviez Brest, vous donne une sensibilité singulière à l'idée même de la pluie ? Mon premier souvenir de la pluie, je suis née au Maroc. J'ai passé ma petite enfance jusqu'à l'âge de 8 ans au Maroc, et je n'ai pas de souvenir de pluie au Maroc, alors qu'il pleut. Par contre, j'arrive en Bretagne, c'est un premier voyage à Quéruillon, pour tout dire. J'ai 4 ans. Et il y a ce crachin. D'abord le mot, crachin, c'est un drôle de mot. Et puis cette impression très particulière qui m'a interpellée. C'est la compagne fidèle d'une vie, comme dit Jean Rouault, et c'est vrai. Et elle finit par colorer notre vie, notre quotidien. Et l'on sait que les Brestois adorent sortir quand il pleut, tels de petits escargots charmants, et que le soleil, même là on est inondé de soleil en ce moment, on a des jours magnifiques, mais c'est vrai que ça fait partie du quotidien de Brest. Donc dans cet Imprécis, vous faites cohabiter Flaubert et Xavier Graal, Fernando Pessoa et Dominique Sampiero, mais aussi Magritte et Geneviève Haas qui fait la couverture du livre. Avez-vous fait des découvertes ou des redécouvertes en travaillant sur ce sujet ? Des découvertes ou des redécouvertes ? Oui, de toute façon, quand on redécouvrir, oui. Les tableaux qui sont là, le tableau d'Eugène Boudin, Un grain, c'est un tableau que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant des recherches au musée de Morlaix. Il y a aussi un tableau en feuilletant des livres sur les impressionnistes parce qu'ils s'imposaient. Quelque chose sur la pluie, il y a forcément des impressionnistes puisqu'il y a de l'eau. Et c'est David Cox. Je trouvais que ce tableau était absolument étonnant. C'est vrai que des choses se sont mises en place très particulièrement à l'intérieur de moi. Mais c'est plutôt des découvertes sur moi-même que sur les œuvres en elles-mêmes. Enfin, je ne sais pas si c'est... Voilà. Alors vous évoquiez la dernière partie du livre, elle a plu, il a plu, en effet un jeu de mots sur le participe passé des verbes plaire et pleuvoir. Et vous mettez une phrase de Martin Page, la pluie tombe comme nous tombons amoureux en déjouant les prévisions. Ne serait-ce pas profondément romantique et cinématographique la pluie ? Oui, tout à fait. Je cite très très romantique, très cinématographique. Je cite des extraits de films, mais je n'ai pas cité celui qui est le plus important pour moi, qui est le début du film, un film, je dis toujours avec lequel je vais être enterrée, qui est La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. Et le début du film se passe dans un cimetière, c'est Humphrey Bogart, et il pleut sur lui. Et on l'entend en voix off, et l'histoire va repartir en arrière, et c'est une histoire absolument magistrale. Et je crois que dans ce livre, c'est souvent ce qui apparaît aussi. La pluie fait partie de notre vie. Nous sommes nés de la pluie, j'ai presque envie de dire, nous venons de là et de l'eau. Et je crois que, et c'est vrai que c'est cinématographique, et puis c'est les grandes scènes, bon, chantons sous la pluie, enfin bon, les incontournables. Mais c'est vrai que la pluie a quelque chose de romantique. Nous nous retrouvons à la librairie Dialogue où Julien nous attendait pour nous parler de coup de cœur du rayon art. Bonjour Julien. Bonjour Caroline. Donc tu vas nous présenter des livres dont j'ignore encore tout. Un livre sur le design, je crois. Voilà, le premier que j'ai choisi s'appelle Eco-Design, meuble, édité par un éditeur de Barcelone qui s'appelle Promopress, qui fait d'excellents ouvrages autour du graphisme, du design et de l'architecture. J'ai sélectionné celui-ci puisque j'ai adoré le concept, à savoir concevoir des objets du quotidien et notamment du mobilier bien de chez nous, des fauteuils, des tables, avec des matériaux écologiques assez diversifiés, comme des housses de couette, du recyclage autour du papier, faire des meubles avec du papier. Il y a aussi dedans une designer qui s'appelle Madame Marion et qui a fait
des choses, des coussins galets dans lesquels on se plonge et on a envie d'y rester très longtemps. Et voilà, on passe vraiment d'un univers à un autre, un univers graphique, un univers même avec des souches d'arbres ou très naturel. Et du coup, c'est un livre très riche pour cela qu'on prend plaisir à picorer et à regarder. Est-ce que tu as déjà fait des créations toi-même? Oui, avec quelques ouvrages inspirés autour du papier. Et le carton notamment est très résistant pour le mobilier. Bon, la prochaine, c'est moi alors. Ton deuxième livre est un livre de photos? Un livre de photos qui a une petite histoire d'Alexandre Deschaumes, ça s'appelle Voyage éthéré. C'est un livre, une découverte comme ça, qu'on fait assez rarement grâce au biais d'une cliente qui souhaitait me le demander. J'ai fait des recherches sur Internet parce que c'est un livre qui est autodiffusé, c'est-à-dire c'est lui qui le commercialise. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur en regardant son site. Il a un regard absolument bluffant sur la nature. Il a surtout une vision de ce qui nous entoure, de l'humain, de la montagne, inspiré de l'univers à la fois de la fantaisie, parce qu'il est passionné par Tolkien, par tous des grands noms de la science-fiction. Il y a des photos qui sont absolument remarquables, qui racontent une histoire, et on passe des minutes en tout cas à les contempler. Et ton troisième ouvrage, et le dernier, est également un livre de photos, mais d'un tout autre genre. Complètement, de James Mollison aux éditions Textuelles. Il a eu la très bonne idée de photographier des chambres d'enfants du monde entier, que ce soit au Japon, en Afghanistan, en Afrique, aux États-Unis, en France. Et le regard des enfants à chaque fois est assez profond. On peut y voir la malice, des caprices, à la fois de l'indifférence ou au contraire de l'empathie. Ces enfants m'ont absolument marqué. Et les petits textes autour sont assez bluffants. Et pour la petite histoire, c'est mon fils en fait, qui l'a découvert sur un magazine. Il a été interpellé justement par ces chambres d'enfants, puisqu'il a vu vraiment la diversité, et ça, je pense, ça l'a marqué. Donc c'est un livre qu'on peut aussi regarder avec ses enfants, d'où l'intérêt de ce livre assez étonnant. Merci Julien pour ces chroniques. Merci Caroline. Dialogue littéraire, c'est fini pour ce mois-ci. Nous nous retrouvons donc en février et d'ici là, bonne lecture.